Donc la thématique ce soir, la pleine conscience, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Je pense même que du coup, ça doit être un sujet qui pourrait, être d'actualité parce que du coup, qui dit confinement dit, peut-être du coup, capacité à pouvoir, se contrôler. Est-ce que j'ai tort si je dis ça? Alors, est-ce qu'on serait dans le contre... Attention, les orthodoxes de la pleine conscience te diraient qu'on n'est pas là pour contrôler l'émotion, Ah, super mais intéressant. l'accueillir. OK, bah, Ouais, justement, non mais ça c'est très bien parce que alors du coup, on va apprendre tout plein de choses sur cette thématique-là. C'est parti? alors, c'est parti. Alors, la pleine conscience. Pourquoi on voulait faire, toi et moi, une vidéo sur la pleine conscience? Parce que c'était prévu de longue date. Et là, parce que là, on est en train de tourner en plein confinement. Les gens, dans 6 mois, quand ils reverront cette vidéo, ils ont oublié. Enfin, j'espère qu'on sera plus en confinement dans 6 mois. J'espère. Mais on pensait que c'était un bon moment de parler de pleine conscience parce que c'est une technique qui va être intéressante à mettre en place pendant le confinement et en dehors du confinement. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est? La pleine conscience, c'est la traduction française de mindfulness, qui est un terme qui a été proposé par John Kabat-Zinn, qui est un psychiatre aux États-Unis et au MIT, qui a commencé à fréquenter euh, les temples bouddhistes et aller regarder ce qui se passait dans la méditation bouddhiste. Et il s'est rendu compte que la méditation bouddhiste pouvait avoir un intérêt dans la prise en charge psychiatrique. Donc, il a commencé en 75 avec la MBSR, donc c'est la mindfulness, la pleine conscience, dans le cadre de la gestion du stress, des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Et il a fallu attendre 79, il y a eu un premier ouvrage. La pleine conscience a commencé à se démocratiser au fur et à mesure aux États-Unis. Elle arrivait très tardivement en France. Elle arrivait en France principalement avec l'impulsion de Christophe André, le psychiatre qui passe souvent à la télé, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la question et qui ne se résume pas à la pleine conscience, puisque dans les années 80-90, il a aussi importé la thérapie comportementale et cognitive avec les protocoles d'anxiété sociale. Il a beaucoup travaillé à pouvoir offrir aux thérapeutes, psychologues et psychiatres français tout ce que les Américains avaient construit sur la thérapie comportementale et cognitive. Et la pleine conscience est arrivée et elle s'est greffée dans la thérapie comportementale et cognitive. On a eu aussi des protocoles qu'on appelle MBCT, c'est la mindfulness adaptée pour la prévention de la rechute dépressive. Alors, on ne va pas l'utiliser quand on est en pleine dépression, parce qu'en pleine dépression, on n'arrive pas à gérer le cerveau et on ne va pas réussir à se concentrer sur la pleine conscience. Mais on va mettre ça en place, je suis un peu en train de spoiler la suite, mais on va mettre en place entre deux dépressions pour pouvoir éviter la prochaine. La pleine conscience, elle vient d'où? Alors, ce n'est pas John Kabat-Zinn qui l'a créé. John Kabat-Zinn, il a intégré les techniques de pleine conscience en psychiatrie et en psychologie. Il en a fait une version dite laïque. Donc, tout le côté religieux, on l'a mis de côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la technique et comment la technique peut être utile pour nos patients. Elle vient du bouddhisme. Donc, il faut partir du principe que la pleine conscience, c'est une technique qui a 2500 ou 2600 ans, puisque le bouddhisme, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, tu vois, ça commence à remonter. C'est même étonnant d'ailleurs qu'on ait attendu tellement longtemps pour se dire qu'on pouvait s'en inspirer. Et le bouddhisme lui-même, ou du moins la méditation bouddhiste, vient elle-même des pratiques de l'hindouisme. Donc, alors là, je n'ai pas été voir, il faudrait qu'on regarde dans Internet si les gens ont envie d'aller voir à quand remonte l'hindouisme, mais à mon avis, c'est encore plus vieux. Et il y avait déjà de la méditation dans l'hindouisme. Donc, le bouddhisme a créé une certaine forme de méditation, il a codifié une certaine forme de méditation, mais la méditation, ça ne date pas du bouddhisme. Ça existait déjà depuis très longtemps. Il y avait d'autres formes, notamment le yoga. Alors, on peut trouver ça étonnant, mais le yoga, c'est pas que le yoga est de la méditation, parce que on a une vision un peu étrange qui est que la méditation, c'est forcément quand on a les yeux fermés. Mais la méditation, comme on va le voir, c'est une attitude vis-à-vis des pensées. C'est une attitude vis-à-vis des émotions. Et dans, par exemple, le tai chi ou le yoga, la façon dont tu fais les gestes, tu les fais avec une certaine attitude, d'une certaine façon. Et c'est déjà le socle qu'on va retrouver dans la pleine conscience. OK. La pleine conscience, c'est quoi? On appelle ça pleine conscience. Il y en a qui ne sont pas très contents de cette traduction. Il y en a qui aimeraient qu'on appelle ça conscience attentive. Mais on est sur une question de l'ordre de l'attention. Ça veut dire qu'on demande à la personne de diriger son attention vers. C'est-à-dire que on va fermer les yeux, on va respirer, et on ne va pas juste respirer, on va observer que l'on est en train de respirer. On va prendre conscience qu'on est en train de respirer. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer de manière un peu automatique et penser à autre chose en parallèle, on va avoir toute notre concentration, toute notre attention qui va être dévouée au fait qu'on observe. Dévoué ou dévolu d'ailleurs? Il faudra qu'on recherche. Ouais, Tu dirais dévoué ou dévolu, toi? j'aurais dévoué. Dévoué? Bon, on va garder dévoué. Voilà, c'est pas grave. On ne pourra même pas couper au montage ça. Donc, toute ta concentration, ton attention va être dévouée
à l'observation de ta respiration. C'est-à-dire l'air frais qui rentre dans ton nez, le flot d'air qui rentre dans ton nez, le fait que ça remplit tes poumons, le fait que ça gonfle et dégonfle ton ventre. Et tu vas prendre conscience de la température, du flux, des mouvements de ton corps. Mais tu vas aussi prendre conscience de tes pieds qui sont posés sur le sol. Tu vas prendre conscience qu'il y a une zone de contact entre ton pied et le sol. Tu vas prendre conscience qu'il y a des sensations, par exemple de chaleur ou des picotements. Après, tu vas prendre conscience, par exemple, si tes deux mains sont l'une sur l'autre, tu vas prendre conscience que tes deux mains se touchent. Mais tu peux rentrer dans une pleine conscience qui est extrêmement variée au niveau des pratiques. Simplement les deux mains qui se touchent, mais aussi ce doigt qui touche ça, ce doigt qui touche ça, toutes les zones de contact et à quel endroit ça touche plus. Mais aussi mon corps dans le fauteuil, les zones de mon dos, les fesses, les cuisses. Et en fait, on va dans la pleine conscience demander aux gens de passer, par exemple, de la respiration au contact des mains, puis au corps dans le fauteuil, puis aux pieds sur le sol. On va passer d'une zone du corps à une autre zone du corps. Le but étant de travailler la flexibilité du cerveau. C'est la capacité du cerveau de passer d'une cible de concentration à une autre cible de concentration ou à une zone d'attention et d'observation à une autre zone d'observation. On va aussi demander à la personne d'observer les bruits, les sons, comment ils se déplacent, comment ils sont. Et ça va à nouveau travailler la flexibilité. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi de travailler la flexibilité? Le but de quoi? Le but de tout ça à l'origine dans le bouddhisme, c'est quoi? Bouddha, il arrive et il dit, écoutez, on est quand même victime de nos émotions, on est victime de nos pensées. Donc plutôt que se faire attraper par la pensée, comme la mygale qui attrape l'insecte qui est pris dans la toile, ou se retrouver piégé à l'intérieur des pensées, des ruminations, ne plus pouvoir s'en extraire, parce que les pensées, ça génère des émotions. On va essayer de se mettre à côté. On ne peut pas les repousser. C'est pour ça que d'ailleurs le terme de contrôle est un peu dérangeant parce que contrôle, ça veut souvent dire tuer. Par exemple, dans la médecine, on va contrôler, on va tuer la maladie. Ou alors, on va dire, on va contrôler, on va mettre le téléphone sur le mode avion. Sauf qu'on sait qu'avec les émotions, tout ce qu'on va mettre en place pour tuer une émotion, par exemple les processus d'anesthésie de l'alcool, de la boulimie, les achats compulsifs, les automutilations, c'est plus des processus de contrôle qui passent par l'évitement ou par le blocage des émotions. Et l'émotion, elle est derrière, elle pousse en sens contraire et ça explose. Donc on n'est pas dans une tentative de bloquer, contrôler ou éviter les émotions. On va être dans une tentative d'être à côté. Et donc il y a vraiment cette notion qu'on va cohabiter avec les émotions. Et ça, pour Cohabiter, toi, pourquoi? c'est encore. Donc, ça, c'est pas de l'évitement attentionnel. C'est pas de l'évitement parce que évitement euh, sous-entendrait déjà que tu en as peur, que tu trouves que c'est anormal, que ça n'a pas le droit d'être là, que c'est pas normal que ça soit là. Or, de toute façon, tu ne peux pas éviter les émotions parce que, on le sait en psychiatrie, en psychologie, à partir du moment où tu évites une émotion, tu la renforces. Et ton cerveau, il voit quoi? Il voit que si tu évites l'émotion, c'est qu'elle pose problème. Donc, c'est comme si je te demande, ça c'est le gros classique, je te demande de ne pas penser à l'ours blanc. Ça, c'est un truc qui est hyper classique en psychologie. Si je te demande de ne pas penser à l'ours blanc, du simple fait de prononcer cette phrase, déjà, tu visualises un ours blanc. Donc, pour éviter une émotion, il faut de base que tu la gardes dans le collimateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau se met en mode contrôle, il se met en mode hyperfocalisation, parce que la seule façon de gérer un danger, c'est de l'observer, et de l'observer avec minutie. Donc, tu Oui. passes en hyperfocalisation. Donc, tu as plus tendance à augmenter les émotions qu'à les diminuer. Et le deuxième souci, c'est comment tu vas contrôler une pensée. Tu vas essayer de la décortiquer, l'intellectualiser, faire de la réassurance, mais à nouveau, tu l'entretiens. On le voit par exemple dans les TOC. Tout ce que tu fais pour contrecarrer une intrusion dans les TOC ne fait qu'encourager, maintenir et aggraver l'intrusion. Là, l'intelligence de la pleine conscience, c'est que tu te mets à côté. Donc, petit 1, tu n'es pas là pour combattre les émotions ou les pensées, tu les acceptes. Si ton cerveau a envie de les envoyer, de toute façon, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de le subir. Donc, plutôt que de s'énerver, s'agacer, commenter, décortiquer, mijoter dans l'émotion, contrecarrer la pensée, tu es assis, voilà, et l'émotion, elle est là, elle se promène. Il fait chaud dans la pièce, il fait chaud. Tu prends acte qu'il fait chaud. Mais tu ne vas rien faire pour empêcher ça. Ok? Parce qu'on ne veut justement pas augmenter par l'hyperfocalisation la puissance des pensées. On ne veut pas rentrer dans un dialogue, l'hyperfocalisation des émotions, pardon. Et on ne veut pas rentrer dans un dialogue avec les pensées. Parce qu'on va les aggraver et on risque du coup de décupler les émotions. On va cohabiter. Ça, c'est un mot qui est très important. On cohabite avec les émotions et les pensées. On les reçoit, on dit tiens, ok, on note et on passe à autre chose. Et tu vois, je vais expliquer après ce que c'est que l'autre chose.
Et on va partir du principe que tout ça, c'est très normal. On ne va pas s'agacer, on ne va pas s'énerver. C'est le fonctionnement normal du cerveau. C'est comme ça que l'organisme est fait. OK? Et quand je dis on va passer à autre chose, c'est quoi? On va revenir sur notre respiration. On va revenir sur l'observation attentive et minutieuse des pieds sur le sol, des mains qui se touchent, du corps posé dans le fauteuil. Pourquoi? Parce que déjà, ça, c'est un point d'ancrage, c'est un appui. C'est que quand il y a une tourmente émotionnelle, les émotions sont très fortes. Il faut quand même que toi, tu puisses te raccrocher à quelque chose pour pas chavirer, pour pas être englouti. Et dans certaines pathologies où les émotions sont très fortes, les gens sont bouleversés justement d'être pris dans la tourmente, de ne pas quoi faire. Bah, tu te raccroches à ce truc pour ne pas te noyer dans l'eau. Et c'est ce point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, donc tu observes ta respiration, tu observes par exemple tes pieds sur le sol, il y a une émotion très forte qui arrive, elle te prend, elle te chope et elle t'emmène avec elle. Tu reviens sur ta respiration. Et 50 fois, 100 fois, 200 fois, l'émotion va te tirer par la manche. Autant de fois, une pensée pathologique va venir. Et 50 fois, 100 fois, 500 fois, tu vas revenir immédiatement sur ton point d'ancrage. Ça veut dire qu'on est en train de faire en sorte de ne pas être englouti par l'émotion. On est en train, on note une pensée, mais on ne discute pas avec elle. Donc en gros, c'est quelqu'un qui sonne à ta porte pour te démarcher. Tu dis bonjour, je ne suis pas intéressé, tu lui refermes la porte. Mais tu rentres pas dans une conversation avec lui pendant 2 heures pour lui prouver par A plus B qu'il a tort. Tu vois? Et ça, cette technique, elle est intéressante parce qu'elle va permettre de lutter contre ce qu'on appelle le pilotage automatique, c'est-à-dire le fait que ton cerveau est perpétuellement allumé. Le cerveau est tout le temps allumé. Toute la journée, il traite de l'information. Toute la journée, il perçoit des choses. Il les analyse. Il les commente. Quand tu t'ennuies, ton cerveau, il parle du passé. Il parle du futur. Et en fait, on n'est jamais dans le présent. Le passé, c'est trop tard. Le futur, on n'y est pas. Et comme cette machine à penser, cette machine à rationaliser peut nous emmener très loin dans des scénarios catastrophes, dans la nostalgie, on va parler d'une rupture amoureuse, on va revenir sur le décès de machin, on va angoisser de ce qui va se passer dans 3 semaines ou dans 6 mois, on est perpétuellement dans des états émotionnels qui sont mauvais. Nous, on va être dans l'instant présent. Et le meilleur des instants présents, c'est la respiration, c'est mes pieds sur le sol, c'est les bruits autour de moi. Donc, tu vois, on cohabite avec l'émotion. La pensée arrive, on dit OK, on revient sur l'instant présent. Et on a, tu vois, donc plusieurs variables. L'acceptation que tout ça, c'est normal. La cohabitation plutôt que le refus, l'agacement ou l'évitement. Et derrière, le retour incessant sur l'instant présent, parce que c'est ce qui te permet de ne pas dériver. Mais on est dans une optique de non-jugement. Est-ce que les émotions sont bien ou pas bien? Elles sont. On ne va pas mettre des étiquettes positives ou négatives. Est-ce qu'il est normal de penser à tout ça? C'est déjà de l'ordre de l'analyse. On ne va pas rentrer là-dedans. On note. Ça arrive. OK. Et on revient sur notre point d'ancrage pour lutter contre le pilotage automatique. Ça te parle? Tu vois à peu près l'idée? Ouais, carrément. Est-ce que alors du coup cette pleine conscience des choses, que du coup ça j'imagine que elles sont aussi à définir en fait avec le thérapeute, hein. Euh, Est-ce qu'il faut absolument qu'elle soit tournée vers soi? Ou alors ça peut être une pleine conscience sur autre chose? Alors, tu as raison, la pleine conscience, elle est tournée d'abord vers soi. Quand tu commences à travailler la pleine conscience, on t'apprend d'abord à observer ta respiration, ton corps, les pieds, les mains, et puis on te fait aussi travailler les bruits. Moi, j'aime bien travailler, par exemple, tous les bruits qui viennent de la gauche. À Ok. chaque fois que ton oreille est perturbée par un bruit qui vient de la droite, tu reviens sur les bruits de la gauche. Les bruits à l'intérieur du bureau, les bruits à l'extérieur du bureau. On va aussi donc travailler pleine conscience interne, le corps, pleine conscience externe, les bruits. Mais tu peux aussi, par exemple, dans le cadre du yoga, parce que le yoga, tu vas faire des mouvements extrêmement lents, tu vas observer la contraction musculaire, tu vas observer la décontraction musculaire, tu vas observer, par exemple, le vent qui arrive sur ton visage. Par exemple, il y a un truc extraordinaire, la méditation au soleil. Si tu fais vraiment la méditation, c'est pas méditation au soleil, c'est le. Ah, bon, ça me reviendra. C'est Ouais. la salutation au soleil. Bah, ce qui est génial, c'est que quand tu l'as fait pour de vrai, au moment où le soleil se lève, tu perçois la température, tu perçois les bruits de la nature, tu vois le soleil qui se lève. Donc, entre la contraction et décontraction de ton corps, ta respiration, le point d'appui de ton corps, parce que tu dois rester en équilibre, donc ton pied posé sur le sol, la température, tout ce que tu veux, tu es déjà dans l'interne et l'externe. Mais tu peux aussi faire des marches en pleine conscience, où tu marches et tu observes les bruits, la chaleur, le vent. Tu vois un papillon, tu prends conscience qu'il y a un papillon. Là, il y a beaucoup d'externes pour le coup, Donc, tu vois. est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux déjà de pleine conscience?
plusieurs niveaux de difficulté, ou en tout cas plusieurs niveaux à atteindre de pleine conscience? Ou est-ce que non, ça dépend vraiment en fait de chacun? Alors, je dirais pas qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Là, on est sur une attitude. Tu as l'attitude d'observer ce qui se passe à l'intérieur et tu as l'attitude d'observer ce qui se passe à l'extérieur. Ça, on va dire, c'est deux ciblages Ça, de c'est tir. propre à chacun. Non, c'est qu'en fait, on va le travailler dans ton protocole de pleine conscience, on va te faire travailler les deux, justement dans le cadre de travailler ta flexibilité. C'est à la capacité du cerveau à suivre ce que toi, tu as décidé, d'aller là ou là. Mais tout le Ok. monde a cette capacité. On le travaille, ça prend du temps. Mais ce que tu appelles la complexité, c'est juste une question d'entraînement. C'est qu'on va te demander de travailler tous les jours pendant 30 minutes la pleine conscience. Et là, pendant 8 semaines, tu vas travailler une fois 30 minutes ou deux fois 30 minutes ta pleine conscience. Au bout de plusieurs semaines d'entraînement, tu vas commencer à te rendre compte qu'il est de plus en plus facile de bien observer ta respiration, bien observer ton corps, bien observer les bruits. Tu vas te rendre compte qu'il est de plus en plus facile de noter une émotion et revenir sur l'instant présent, de Ok. prendre conscience qu'il y a une pensée qui est arrivée, tu la lâches, tu reviens sur l'instant présent. Et tu vas te rendre compte que ça devient de plus en plus facile d'en prendre conscience et de revenir dans l'instant présent. Donc, tu travailles ton cerveau. Il y a quand même des choses extraordinaires. C'est qu'il y a quand même des études en IRM, on voit qu'il y a une modification dans les zones du cerveau. Ça veut bien dire qu'il y a des zones qui sont moins stimulées et des zones qui deviennent plus puissantes au niveau de la gestion émotionnelle. Donc, la complexité, c'est pas que la technique devient plus complexe, c'est que c'est toi que tu deviens de plus en plus flexible dans ta capacité à le gérer. Ok. Après, tu peux partir dans de la complexité, c'est-à-dire faire 2 heures et demie de pleine conscience, faire des méditations de pleine conscience où tu vas attaquer des états émotionnels. Par exemple, tu vas travailler sur la mort. Moi, j'ai déjà fait ça dans une retraite de pleine conscience pendant une semaine. Pendant plusieurs jours, tu fais de la pleine conscience plusieurs fois par jour. Après, pendant 2, 3 jours de suite, tu es en silence complet. Et là, on te demande de travailler sur est-ce que vous pouvez visualiser quelqu'un que vous aimez le jour où il sera mort. Et tu travailles sur ton anticipation de la tristesse que tu auras. Le but, c'est de faire monter les émotions et de te rendre compte que tu es capable de rester robuste malgré la violence des émotions. Ce qui te permet aussi de prendre confiance de manière générale en ta capacité à passer à travers des expériences horribles qui t'attendent. Et là, on le voit, parce que là, j'ouvre le débat vers la psychiatrie. Qu'est-ce qui nous intéresse pour nous en psychiatrie ou dans la gestion du quotidien? Quelqu'un qui est anxieux, quand il revient constamment dans l'instant présent, au lieu de se prendre l'anxiété de plein fouet, il est à côté, il cohabite. Au lieu de la refuser, il accepte qu'elle soit normale. Au lieu de se faire avaler, il revient à l'instant présent. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'anxiété est moins puissante et elle va mourir naturellement parce qu'elle n'est pas entretenue par l'hyperfocalisation ou l'évitement ou le contrôle. Mais aussi tous les scénarios qui vont tourner dans ta tête. Comme tu n'es pas là pour les décortiquer, les analyser, y répondre, paniquer de ce que ça raconte ou tenter de répondre, parce que tu es dans l'instant présent de ton corps, des bruits de ta respiration, forcément, ça va redescendre. Et tu vas désautomatiser certains troubles anxieux. Avec des pensées dépressives, ça va aussi être utile pour ne pas descendre au fur et à mesure. Et là, on a ce qu'on appelle la question de fusion et de diffusion. Fusion, c'est que tu rentres dans ton cerveau et tu déconnectes complètement et tu es dans ta pensée. Et ça peut arriver quand tu conduis, quand tu es dans le métro. Tu n'es plus là. Tu es dans ta tête en train de réfléchir. Et on va défusionner, c'est-à-dire on va quitter la pensée pour revenir là tout de suite dans l'instant présent. C'est que là, par exemple, je suis en train de parler avec toi. Je sais que je suis en train de te parler. C'est que là, je m'observe en train de te parler. Je sais que je suis en train de te parler. Donc, je suis à 200% dans la conversation. Par contre, toi, par exemple, tu peux m'écouter d'une oreille distraite et penser à ce que tu vas faire tout à l'heure. Tu n'es pas dans l'instant présent. Il y a une partie de ton cerveau qui m'écoute et il y a une partie de ton cerveau qui est dans autre chose. Donc là, tu es en fusion avec ta pensée. Tu n'es pas dans l'instant présent. Et ça se travaille énormément. Parce qu'on sait, par exemple, avec ce qu'on appelle la thérapie ACT, dont on parlera une autre fois, que dans la majorité des pathologies, la personne, elle est à l'intérieur de ses pensées, elle est à l'intérieur des émotions, donc ça maintient la souffrance et ça maintient la maladie. Et il y a dans la thérapie ACT tout un travail extraordinaire dans la majorité des pathologies de revenir constamment dans l'instant présent. Donc la thérapie ACT est très connectée à la méditation de pleine conscience, puisque la méditation de pleine conscience est une des techniques de la thérapie ACT. Je continue sur mon truc. Donc, on va l'avoir pour l'anxiété, on va l'avoir pour les troubles dépressifs. Par exemple, Marshall Inman a beaucoup travaillé dans les années 90 sur la mise en place de la pleine conscience chez les patients borderline, les états limites, parce qu'ils ont des émotions qui sont tellement violentes et ils ont tellement pas de compétences pour se calmer que quand on leur apprend la pleine conscience, ils se rendent compte qu'ils peuvent calmer un état émotionnel violent plutôt que s'automutiler, casser des choses, rentrer en conflit, ruminer.
Et ça a été l'un des socles les plus importants de la thérapie qu'on appelle dialectique, dans la thérapie des borderline, de pouvoir mettre en place la méditation de pleine conscience. Donc aujourd'hui, c'est une technique parmi tant d'autres de gestion émotionnelle, mais c'est l'une des plus efficaces. Parce que là, tu n'es dépendant de personne. C'est qu'une fois que tu as compris le système, que tu le travailles tous les jours, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de la théorie de la pleine conscience, on parle de faire une demi-heure, mais évidemment, la demi-heure, désolé, si de 8h jusqu'à 20h, tu es dans tes symptômes et de 20h à 20h30, tu fais ton protocole d'une demi-heure, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, l'entraînement te permet de comprendre l'idée générale et va falloir après que tu l'appliques dans ton quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un symptôme, tu vas mettre en place 2-3 minutes de pleine conscience. À chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de partir dans tes pensées, tu vas utiliser la technique de pleine conscience. Donc, passer la phase d'entraînement où tu gères la technique, tu apprends la compétence, tu travailles la flexibilité de ton cerveau, tu l'entraînes à une certaine flexibilité. Tu vas après, les mois d'après, les années d'après, travailler à constamment réutiliser la technique dans ton quotidien. C'est-à-dire à dire, oh là là, l'émotion elle est trop puissante, je reviens sur ma respiration. La pensée, là, je suis en train de m'embarquer dans un truc, c'est un dédale, c'est labyrinthique, je ne vais pas m'en sortir. Je reviens sur la pleine conscience. Et ça, on va voir, par exemple, dans l'anxiété sociale, il y a une partie de pleine conscience qui est très intéressante pour certains patients. Dans les TOC, ce n'est pas tous les TOC, mais les TOC ruminatoires, les TOC où il y a des intrusions, c'est hyper bien de revenir dans l'instant présent. Pas pour repousser la pensée, sinon c'est de l'évitement et tu le renforces. Mais simplement de ne pas le traiter. C'est que le cerveau t'envoie du truc, tu fais ouais, Ouais, je toi, tu pense as dit, bon, m'occuper de toi. cohabite en fait avec l'émotion. Voilà, si Évite ton pas les. cerveau a envie de parler, bah, qu'il parle. Installe-toi, on va regarder la télé tous les deux. J'ai ni envie de te combattre, ni envie de te répondre. Tu as envie de faire ton caprice, roule-toi par terre si tu veux. Je ne te jette pas dehors, mais j'ai pas envie de parler avec toi. Et cette cohabitation avec le symptôme, ça va être super intéressant. Par exemple, une des meilleures applications, c'est les attaques de panique. Sauf que là, tu ne vas pas respirer pour diminuer la panique. La respiration abdominale, souvent on dit ah bah, je vais respirer plus lentement, comme ça va diminuer mon rythme cardiaque et je vais diminuer l'angoisse. Ouais, mais là tu es dans une tentative de contrôle de l'angoisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu maintiens l'idée que l'angoisse est problématique. Ça ne marche pas dans la thérapie. Non, en pleine conscience, tu vas dire ok, si mon cerveau veut faire une attaque de panique, qu'il la fasse. J'ai rien contre. Simplement, moi, je suis sur autre chose. Donc, on est vraiment sur l'idée, comme je dis à certains patients, votre cerveau, quand il panique, il vous balance BFM. Bah, vous allez vous connecter plutôt sur Gulli. Donc, vous allez prendre la télécommande, mais vraiment, vous prenez la télécommande et vous mettez, je crois que Gulli, c'est la 20, je ne sais plus, ou la 18, je ne sais La plus. 18. La 18. Ouais. Et on va quitter la 15 pour aller sur la 18. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans vos pensées catastrophes, c'est BFM, vous allez prendre la télécommande et vous allez aller sur votre respiration. La chaîne 18, c'est votre respiration. La chaîne 18, c'est vos pieds sur le sol. C'est les bruits autour de vous. Et en changeant de planète, en changeant de chaîne de télé, bah, les symptômes, ils sont là. Mais ils arrivent plutôt à t'attraper, ils n'arrivent plus à t'attraper. Parce que tu es ailleurs. Mais tu n'as pas fermé la porte à clé. Parce que tu cohabites avec eux. Tu n'es pas dans l'évitement, tu n'es pas dans le contrôle. Ils sont là. Mais toi, tu as autre chose à faire. Ouais. Tu vois, ça te parle tout ça sur… Oui, carrément, carrément. Ouais, je comprends beaucoup, beaucoup mieux. Parce que ça, par exemple, moi, tu vois, en tant que neuropsy, on n'est pas du tout formé en fait à tout ça, à ces thérapies-là, mais effectivement, du coup, ouais, bon, là, pour le coup, ouais, ça me parle. Et effectivement, du coup, je peux comprendre que ça puisse être utile pour pas mal de personnes. Alors après, tu vois, on a parlé de bouddhisme et d'hindouisme. On a parlé là de psychiatrie. Mais ce n'est pas réservé aux gens en psychiatrie. Bon, ce qui est Non, intéressant, c'est quoi? C'est que si cette technique marche en psychiatrie sur des patients qui ont des états émotionnels hyper intenses et des pensées hyper vaches, tu penses bien que ça va forcément marcher sur le commun des mortels, des gens qui n'ont pas de pathologie. Et pourquoi il y a eu un tel essor de la pleine conscience? Parce que les gens se sont rendus compte, de manière générale, qu'ils géraient les émotions par l'hyperactivité, c'est-à-dire avoir la tête perpétuellement dans le travail, et puis le soir et le week-end, quand il n'y a plus de travail, bah, le cerveau, il est plus cadré, mais aussi par l'alcool, par les dépenses d'argent, par la boulimie, par tout ce que tu veux. Donc, on est perpétuellement dans des tentatives d'esquiver les émotions. c'est Mais on ça. a aussi tendance à un Occident à vouloir gérer une pensée en la décortiquant, en analysant et en essayant de rétorquer quelque chose. Mais c'est inhérent à notre héritage philosophique, Kant, Descartes, tout ce que tu veux, où on répond à une pensée, on la déconstruit intellectuellement. Dans le bouddhisme, on va dire désolé, vous avez la possibilité de ne pas traiter la pensée. Cette idée que quand tu n'as pas été jusqu'au bout du cheminement et tu n'as pas argumenté, tu ne peux pas calmer ton cerveau, c'est très occidental. Dans le bouddhisme, on va dire en ne traitant pas une pensée, elle va mourir.
Et l'état émotionnel qui est associé à la pensée va mourir aussi. Donc du coup, c'est pas étonnant que ça marche très bien en psychiatrie et c'est pas étonnant que ce soit réutilisable aussi en dehors de la psychiatrie. On a tout à gagner à faire ça. Maintenant, si tu regardes, les gens vont dire oui, mais attends, finalement, est-ce que je fais pas déjà de la pleine conscience au quotidien? Mais il y a des moments où on est en pleine conscience. C'est-à-dire que quand tu regardes la télé et que tu es super intéressé par ce qui se passe à la télé, tu ne te rends pas compte, mais en fait, tu as mal au dos, bah, tu n'es pas focalisé sur le fait que tu as mal au dos, tu es hyper concentré sur ton émission de télé. Quand tu écoutes de la musique et tu l'écoutes réellement, genre tu as été à la salle Playel, tu as payé super cher ta place, bah, tu dégustes ce que tu es en train d'écouter. Là, derrière, ben, les problèmes du travail et tout ça, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Tu es à 200% dans ton concert de musique. Tu es en pleine conscience, c'est-à-dire que tu as décidé là tout de suite que ta priorité, c'était de t'occuper de ce concert de musique. Après, ton cerveau peut dire, ah oui, mais tiens, j'ai pas fait ce dossier. C'est pas le moment. Là, je suis en train de faire autre chose. Donc, tu n'as pas traité la pensée. Tu Ouais, vois, il y a le choix de ne pas traiter cette pensée. ouais, c'est Et quand on dit la musique adoucit les mœurs, pour moi, c'est la meilleure illustration que quand tous nos neurones sont occupés à écouter minutieusement, à déguster un bon CD, il n'y a plus de place pour le reste. Alors le reste peut tenter de venir. On ne l'a pas empêché. Simplement, voilà, on n'est pas disponible pour lui. Donc il est là, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il peut, je dis souvent aux patients, il peut monter au rideau, arracher le papier peint. Nous, on est en train de faire autre chose. est-ce qu'avant avant la fin de la vidéo, tu voudrais bien nous faire nous faire une présentation de vraiment comment ça se passe en fait une séance de pleine conscience? Alors, une séance de pleine conscience, c'est quoi? C'est déjà, on va demander à la personne déjà de fermer les yeux et de prendre une position confortable dans la chaise, dans le canapé ou par terre, assis par terre s'il veut, mais on peut aussi se coucher, par exemple. On va simplement fermer les yeux et on va commencer déjà par respirer lentement et prendre conscience qu'on respire. Alors, les patients disent, mais c'est quoi prendre conscience? Bah, observez par exemple que quand vous inspirez, c'est froid. Vous sentez juste là, en haut de la narine, est-ce que vous sentez ce petit endroit dans votre narine où vous sentez que c'est froid, comme si vous aviez pris un manteau salamandre? Ah ouais, je le sens là, ok. Observez cette fraîcheur et observez que quand vous expirez, c'est un peu plus chaud. Vous sentez vos poumons qui gonflent, qui dégonflent? Oui. Est-ce que vous sentez que ça pousse vos vêtements? Observez ça. Quand vous mettez vos mains sur votre ventre, est-ce que vous sentez que votre ventre, quand vous inspirez, ça soulève vos mains? Ouais. Vous sentez que ça pousse sur vos mains? Ok. Observez ces mouvements. Quand vous mettez vos pieds sur le sol, vous sentez qu'il y a un endroit, votre talon, ça touche? Ouais. Et vos orteils, ça touche un petit peu? Ouais. Et entre les deux, la plante? Ah non, la plante, elle ne touche pas. Ok. Observez à quel endroit ça touche, à quel endroit ça ne touche pas. Et on va commencer au fur et à mesure à les entraîner à passer d'une zone à une autre, d'observer les sons à gauche, les sons à droite. Et ils vont s'entraîner à ça. Mais tu as des patients qui ne sont pas du tout réceptifs à ça Ah, parce que être les yeux fermés et respirer, tout le monde ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui est un peu hyperactif, il va avoir du mal. Par contre, là, tu vas avoir toutes les techniques de yoga. C'est-à-dire, on va rester en mouvement, on va se mettre tous les deux debout, on va lever les mains au plafond, on va rester relativement longtemps. Vous sentez que ça commence à chauffer? Ouais. Ici, là, ça commence. L'épaule, ça chauffe. OK. Et là, vous allez baisser très lentement votre bras vers le sol. Vous sentez, ça tire, ça tire, ça tire. Et tu vas faire plein de mouvements, d'étirements, que tu peux faire dans les arts martiaux, les échauffements, mais en prenant conscience que ça tire, que ça chauffe. Ah, et d'un seul coup, il y a une décontraction. Et ça, chez certains adolescents qui ont vachement de mal à fermer les yeux et à respirer, les techniques de yoga sont super. Par contre, j'aimerais quand même mettre un bémol. Il y a la pleine conscience a été critiquée. Alors, en préparation de ce NeuroLife, je suis allé voir un peu dans Internet. Bon, il y a des gens qui détestent la pleine conscience parce que je pense qu'ils ont décrété qu'ils avaient envie de torpiller la pleine conscience. Ce qui est débile parce qu'en psychiatrie, on est très content d'avoir la pleine conscience. Mais bon, c'est généralement les gens qui sont pas dans le game qui adorent donner leur opinion. Moi, je suis très content de pouvoir faire de la pleine conscience avec mes patients. Ça leur sauve la peau et moi, ça me retire une sacrée épine du pied. Mais la pleine conscience n'est pas efficace dans tout. Par exemple, je te disais, moi, je trouve que la pleine conscience, c'est pratique pour certains types de TOC, mais il y a plein de TOC avec lesquels la pleine conscience, c'est même pas la peine d'espérer. Ça marche pas. Il y a certaines formes d'anxiété sociale où des techniques de pleine conscience, ça va être utile. Mais si tu fais pas d'exposition, ça sert à rien. Quelqu'un qui est déprimé, la pleine conscience, ça marche plus. Quelqu'un qui est dans un état semi-dépressif, oui, tu peux faire des miracles avec la pleine conscience. Donc, il faut faire attention. Quelqu'un, par exemple, qui a subi un trauma, tu lui demandes de fermer les yeux et de commencer à respirer, il peut avoir le trauma qui remonte. Quelqu'un qui a des troubles dissociatifs, dès qu'il ferme les yeux et qu'il n'est plus stimulé, le trouble dissociatif, il s'allume. Donc, c'est la dernière chose à faire que faire de la pleine conscience avec ces personnes-là. Donc, voilà pourquoi
à cause de ces bémols, on a tendance à torpiller une technique qui est hyper intéressante. Mais il ne faut pas non plus dire que la pleine conscience soigne tout, parce que c'est faux. Et il ne faut pas non plus dire qu'elle ne soigne rien, parce que c'est faux. Et il y a un truc aussi intéressant, c'est que ne faites pas de la pleine conscience avec des gens qui ne sont pas formés à la pleine conscience. Ne nous inventons pas coach quand on ne sait pas le faire. Et c'est pour ça que quand tu mettras ce NeuroLive sur Facebook, je t'ai donné des liens. Des liens petit 1 vers l'université en Belgique à Louvain. Donc, on est sur une université, c'est scientifique. Ce sont des chercheurs, ce sont des gens qui sont diplômés et les liens sont en téléchargement gratuit. Donc, ça permettra aux gens qui suivent ce NeuroLive d'aller cliquer et de télécharger les liens qui appartiennent à un site universitaire. Et je t'ai mis un deuxième lien qui est une collègue et une amie qui s'appelle Stéphanie Pellissolo qui a eu la gentillesse de mettre sur sa page tous les liens de pleine conscience. Il y en a 15 ou 20 qui sont disponibles, ce qui est quand même super sympa. Et elle, je la connais, j'ai eu la chance d'être formé par elle. C'est une des rares en France à avoir été formée avec les protocoles américains accrédités. Donc, elle est super obsessionnelle et carrée sur les protocoles. Et je préfère que les gens qui nous écoutent aillent télécharger les liens de l'Université de Louvain ou les liens de Stéphanie Pellissolo plutôt qu'ils aillent traîner un peu partout et qu'ils se retrouvent sur des plateformes qui sont potentiellement pour récupérer de l'argent, il faut payer, puis après tu fais un stage, et après ceci, cela, et tu ne sais pas trop si c'est religieux, pas religieux, laïque, sectaire ou pas. Pourquoi? Parce que la pleine conscience, qui est une technique, a bien évidemment été utilisée à fond les ballons par certains mouvements sectaires pour pouvoir récupérer les gens. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ne mettons pas à la poubelle une technique qui est géniale sous prétexte qu'elle est mal utilisée par certaines personnes. Et là, ça permettra aux gens, en effet, d'avoir la certitude que les liens qu'ils téléchargent sont intéressants. Ils verront aussi qu'il y a plein de types de pleine conscience. On a ce qu'on appelle le scan corporel, on a la méditation de la montagne, on a le ceci, cela. Ils verront, ça dépend simplement, est-ce que le MP3 qu'ils vont écouter leur paraît bien? Est-ce qu'ils trouvent que c'est facile à suivre? Est-ce qu'il faut obligatoirement se farcir 30 minutes? Il y a des gens qui vont dire que 30 minutes, ça ne leur donne pas envie. Faites des pleines consciences sur 5 à 10 minutes. Peut-être que vous ferez 30 minutes dans un mois et demi. Donc, du coup, alors, merci pour ces précisions. Donc, la pleine conscience n'est pas forcément la solution à tout. Ça dépend Non, en fait du profil de rien, chacun. rien. Aucune Et technique n'est bien, la de toute solution. façon. Non, parce qu'en fait, dit comme ça, c'est sûr que c'est présenté comme ça. En fait, on se dit, bon, bah, chacun d'entre nous, ouais, on va pouvoir se focus un peu plus sur notre respiration, sur l'oxygène qui rentre dans notre nez, et ainsi de suite. Mais du coup, donc, c'est pas forcément la solution à tout. Ça dépend aussi de la réceptivité de chacun par rapport à la technique. Qu'il faudrait que ça soit cadré et encadré par un professionnel, parce qu'il y a vraiment en fait des techniques de pleine conscience, et que du coup chacun en fait on ne peut pas comme ça se prétendre être Si tu euh, as une pathologie, c'est bien de le faire en étant encadré par un professionnel. Si tant voilà. est d'ailleurs que le professionnel ne te l'est pas déjà proposé dans le cadre de ton suivi. Mais si tu n'as pas de pathologie, les MP3 qui sont disponibles sur les deux liens, bah, tu peux les travailler tranquillement. Mais tout comme il y a des bouquins à la FNAC qui sont hyper intéressants, tu as des gens comme Thich Nhat Hanh qui a plus de 90 ans maintenant, qui a été l'un des importateurs de la pleine conscience en France. John Kabat-Zinn, dont je parlais, était l'un de ses disciples. Mais quand il est arrivé dans les années 70 en France, il a déjà commencé à publier en français ce qu'il avait appris, lui, de son héritage de moine bouddhiste et compagnie. Et ça fait maintenant 48 ans, bientôt 50 ans, que les écrits de Thich Nhat Hanh sont traduits en français. Et ça fait partie des bouquins les plus géniaux et accessibles, parce que c'est d'une limpidité totale. Alors là, en effet, tu n'auras pas le MP3, mais j'ai envie de te dire, le MP3, c'est assez récent. Pendant 30 ou 40 ans, mais même pendant 2000 ans, il a bien fallu que les gens se débrouillent sans MP3. Mais parce qu'ils se réunissaient, ils pratiquaient ensemble. Ou moi, j'ai appris la pleine conscience en lisant les bouquins. Je lisais les bouquins et j'essaie de le refaire à la maison. C'est sûr que le MP3, ça va quand même faciliter la vie de tout le monde. Et comment ça se passe du coup lorsque tu reçois un patient? C'est en fait tu évalues donc les plaintes du patient, son niveau de plainte, et à côté en fait si tu te dis bon tu vois en gros un peu l'étendue de différentes techniques que tu pourrais travailler en fait avec ce patient, et si oui ou non il va être réceptif par exemple par rapport à la pleine conscience. Et à ce moment-là, tu lui proposes la pleine conscience, parce que j'imagine qu'il y a quand même en fait un travail d'investigation quand même pour savoir bah, du coup réellement en fait si le patient oui ou non va être réceptif. Ça serait dommage. Alors après, je sais que bon, de toute façon, on travaille en toute transparence avec le patient, et ça peut arriver que, par exemple, au bout de, je sais pas, 3 séances, 4 séances, on se dise, bon, bah voilà, le patient n'est pas réceptif, ça marche pas comme on l'aurait espéré, ou en tout cas qu'il n'y a pas forcément une amélioration aussi rapide que ça. Mais bon, si on peut éviter quand même en fait un pseudo-échec, on l'évite. Comment ça se passe? Combien de temps en fait il faudra attendre avant
que le praticien propose justement en fait la pleine conscience aux patients? Alors, il y avait deux questions. Là, tu as posé deux questions. La première question, c'est que tu reçois quelqu'un, tu investigues. Ouais, Déjà, il faut poser le diagnostic. Ok, tu poses le diagnostic. Est-ce que ce diagnostic nécessite une prise en charge médicamenteuse ou pas? ok. Est-ce que les techniques qu'on va mettre seront plus faciles à mettre en place si la personne a la béquille d'un médicament ou pas? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a une phobie, il y a des éléments de sa phobie qui nécessitent clairement une thérapie comportementale. S'il ne s'expose pas, on ne va pas s'en sortir. Mais aussi la façon dont il va gérer son émotion pendant cette exposition. Là, tu peux rajouter la pleine conscience et ce qui peut accepter la souffrance comme étant nécessaire à la guérison plutôt qu'être dans un état de panique à l'idée de paniquer. Dans les attaques de panique, par exemple, tu as des attaques de panique qui sont clairement traumatiques. Ça ne sert à rien de faire de la pleine conscience. Tu as des attaques de panique qui sont une entrée en dépression. Il faut soigner la dépression. Il y a des attaques de panique qui sont dues au fait qu'ils évitent et ils n'aiment pas l'émotion. Là, il faut clairement une acceptation de l'émotion. La pleine conscience, c'est magique. Quelqu'un qui a des TOC, qui se lave les mains toute la journée, ben moi, désolé, je ne suis pas convaincu par les protocoles de pleine conscience dans les TOC de contamination. Moi, je pense qu'il faut de la bonne vieille thérapie comportementale de base. Après, en effet, on peut travailler sur la robustesse devant l'angoisse. Mais bon, si la thérapie comportementale est bien gérée, il n'y a pas d'angoisse. Mais quelqu'un qui Même, va te en fait, mettre de la pleine conscience à toutes les sauces, si on fait il n'y de a la pas de pleine ça. conscience avec une personne présentant des TOC, ça peut pas aggraver en fait ces TOC? Ben, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des études, et notamment Stéphanie Pellizzolo fait partie de cette étude, où elle a montré que dans les TOC, la pleine conscience n'était pas une bonne idée. Donc moi, je trouve ça super que quelqu'un qui est très partisan de la pleine conscience Ouais, dise aussi arrêtez de la mettre à toutes les sauces. c'est génial. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute la différence entre quel est le diagnostic, comment fonctionne la maladie et qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils qui est pertinent et ciblé par rapport à tel et tel symptôme. Et l'autre côté, certaines personnes qui vous disent ah, ben moi, je fais telle et telle technique et je la colle à toutes les sauces. Hmm. Non, Ah, les ouais. antidépresseurs, c'est pour un truc spécifique. La sérotonine, c'est la sérotonine. La noradrénaline, c'est la noradrénaline. Tu ne donnes pas des médicaments. Mais ton médicament peut stimuler un neurotransmetteur. Donc, encore faut-il que ce soit ce neurotransmetteur qui pose problème. Nous, en tant que psychologues ou les psychiatres, on a un problème et ce problème nécessite une technique plutôt qu'une autre. Hmm. Donc, il ne faut pas mettre les techniques comme ça à tout bout de champ. Ouais. Et c'est sûr que sur un taux de contamination, moi je suis effaré quand je vois certaines publications américaines où ils disent voilà, prise en charge par la pleine conscience des TOC. Et tous les TOC, quels qu'ils soient, ils sont gérés par la pleine conscience. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, mais c'est surtout aussi, ce sont des gens qui ont dit putain, j'aime bien la pleine conscience, donc j'ai envie de pouvoir l'appliquer. Mais on n'a pas dit, ça ne veut pas dire pour autant que la maladie est construite pour réagir à ce genre de technique. Et même si la maladie tolère la pleine conscience et que tu peux guérir de cette maladie avec la pleine conscience, ben parfois ça va être plus compliqué, plus hasardeux qu'une autre technique qui va passer beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on arrive maintenant dans ce qu'on appelle les thérapies intégratives. C'est qu'une maladie, ça demande une petite touche de comportemental pour certains aspects, une petite touche de cognitif pour certains aspects, une petite touche de thérapie acte de pleine conscience. Quand il y a un trauma, une petite touche de MDR, de thérapie des schémas. Et tu vas avoir un patient qui a un millefeuille et qui va nécessiter différentes approches. Mais tu ne pourras pas tout soigner avec du comportemental, tout avec de l'MDR ou tout avec de la pleine conscience. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de toute façon, tous les neurolives qu'on a fait ensemble depuis des mois et des mois, on a bien montré qu'il y avait 1000 portes d'entrée dans une maladie et que cette porte d'entrée va sous-entendre qu'on est dans des prises en charge radicalement différentes. Différente. Super, super. Ok. Donc, ne rejetons pas la pleine conscience de manière débile, ce serait dommage, mais ne mettons pas de la pleine conscience à toutes les sauces. C'est une technique pour des problèmes spécifiques. Euh, comment on fait pour. Est-ce que tu veux ou pas qu'on profite là de ces. Il nous reste combien là? Il nous reste, je sais pas, 10 minutes à peu près. Bah, il nous reste un mois de confinement, non? Donc, Ouais. Bah, à ce on moment-là, va ce faire qu'on une peut faire, c'est que non, mais on vidéo peut très bien faire d'autres 72 heures vidéos. de Neurolive. Comment? On va faire 72 heures On va faire ininterrompues de 70 heures de Neurolive. Neurolive. Mais à un moment donné, on l'avait dit, bon, à voir comment les choses évoluent. Non, bah, à ce moment-là, alors du coup, bon, là déjà, donc, tu nous as donné plein d'informations en fait, sur ce que c'est que la pleine conscience. Moi, je trouve que c'est une très très jolie sensibilisation en fait, autour de la pleine conscience. Et même, tu vois, je vais te le dire en toute honnêteté, pour moi qui étais plutôt réfractaire, par exemple, par rapport à cette technique, bah, tout simplement parce qu'en fait, je connaissais pas grand-chose. En fait, au final, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis, du coup, ça m'a donné envie, par exemple, d'aller voir les liens dont tu as parlé, qu'on mettra donc en commentaire sur la vidéo, pour voir un peu, du coup, ce qui est fait
et puis à voir si du coup ça pourrait être utile pour pas mal de patients, même en fait qu'on reçoit et qu'on pourrait en fait orienter vers des praticiens qui pratiquent la pleine conscience. Donc en ce sens, je trouve ça extrêmement intéressant. À ce moment-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on poste la vidéo, on voit un peu donc là les commentaires des gens, s'ils n'ont pas des questions, si on peut y répondre. Et puis voilà, ça te va? Et à nouveau, par exemple, tu sais, il y a la pleine conscience, si très protocolaire, les yeux fermés, assis en lotus, machin. À nouveau, comme je te disais, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Faites du yoga à la place. Ouais. Faites des étirements. Là, il y a un bouquin qui est sorti, là, Calme et attentif comme une grenouille, je ne sais pas quoi. C'est un bouquin qui est sorti en 2012, qu'on voyait partout dans le métro à Paris. Oui, C'est le oui, protocole spécifique pour les enfants. Bah voilà. Pourquoi faire des trucs compliqués s'il y a des gens qui se sont embêtés à le cadrer spécifiquement pour les enfants? les enfants. Et il va y avoir des micro-variations comme ça. Moi, je sais que quand je fais par exemple de la pleine conscience pendant une semaine où on ne fait que ça, donc on se lève à 6h30, 7h du matin, on fait la salutation au soleil, on va manger, après on fait 45 minutes les yeux fermés, 45 minutes on marche, et tu vas faire, je sais pas, 4 à 5 heures de pleine conscience sur la journée. Heureusement que toutes les 45 minutes, tu alternes avec une marche en pleine conscience où tu vas par exemple retirer tes chaussures et tu vas marcher pieds nus dans le gazon. Alors ça peut paraître extrêmement con, tu vois, mais quand tu sens déjà la fraîcheur de la pelouse et tu sens les brins d'herbe qui chatouillent tes pieds, qui passent entre les orteils, une sensation qu'on connaît très peu parce que ça fait des années qu'on ne marche plus pieds nus. Quand on était gamin, on marchait pieds nus, puis après nos parents nous ont dit ah, mets tes chaussons, et puis dans la rue, on met des chaussettes et des machins. Donc en gros, à part de temps en temps dans la salle de bain et en gros sur la plage, on a très très peu cette notion du pied sur le sol. Tu sais qu'il y a certains artistes, certains chanteurs, je crois que c'est Et les noirs? Florence je sais pas, mais Florence and the Machine, elle est pieds nus en concert. Ah, il y a les Je noirs crois que, aussi, c'est je toujours crois plus. que Björk aussi, fut un temps, elle était pieds nus en Ouais, ouais, concert. ouais. Ils aiment sentir, tu vois, le contact comme ça du pied sur le sol, Je crois ça que c'est les par ancre rapport à la beaucoup. pointure de chaussures, parce qu'ils ne trouvaient plus de Ah, chaussures. tu crois que c'est possible. Mais c'est une expérience qui est très intéressante. Mais aussi te poser comme ça à côté d'une rivière et juste observer le mouvement de l'eau, observer le miroitement du soleil dans l'eau, voir au bout d'un moment une petite abeille qui se promène et qui vient butiner. Et juste tu observes, tu commandes pas, tu observes. Tu as une forme de tranquillité d'esprit qui est assez extraordinaire. Donc la pleine conscience peut être aussi visuelle, juste observer. Mais elle peut être auditive, Oui, c'est ça, c'est ce que écouter de tu la disais. En musique. fait, ça dépend vraiment de chacun. Déjà, soit si c'est tourné, en fait, si c'est tourné sur soi ou alors sur l'environnement. Et à ce moment-là, du coup, ça fait appel à quel sens? Parce que là, finalement, en fait, tu as parlé du toucher, tu as parlé de l'audition, de l'ouïe, du visuel. Rappelle-toi, De... rappelle-toi, il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, bon, tu avais 5 ans, mais il y avait dans les magasins Nature et Découverte, là, il y avait cette prolifération de CD où tu as la pluie, où tu as Ouais, le feu de cheminée, où tu entends. Pourquoi ça marchait bien? Et parce que pendant 60 000, moi je me rappelle, c'était dans les années 90 à la médiathèque, j'avais trouvé un CD avec la pluie qui tombe. Alors, tu avais la pluie de la forêt, la pluie sur une tôle en métal, la pluie qui tombe dans l'eau, et tu avais 3-4 minutes comme ça, multiplié par 20, tu avais 60 minutes. Et tu écoutais le truc, et tu disais, putain, mais c'est trop bien. Les gens disaient, ah, c'est super pour m'endormir. Mais pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout, il y a juste les gouttes d'eau, et qu'en fait, c'est anarchique, il n'y a pas, il n'y a pas de rythme, c'est complètement anarchique, donc tu es constamment euh, il n'y a pas de phénomène d'habituation et d'ennui, c'est que les sons changent constamment. Les 3 prochaines secondes seront différentes. Donc ton cerveau est stimulé, il ne s'ennuie pas, mais en même temps, comme il n'y a pas de stimulation désagréable, évidemment, il y a un repos de l'esprit. Et tous ces machins-là, donc dans les années 60-70, c'était le chant des baleines. Après, ça a été la pluie dans les années 90. Maintenant, c'est la pleine conscience. Mais on revient toujours à la même chose. Les gens adorent ce genre de truc. Tu sais que sur Netflix, tu as la vidéo du feu de cheminée. Et je ne sais pas si tu as déjà pris le temps de te poser et de regarder un vrai feu de cheminée. C'est super ah, agréable c'est parce magnifique. que les flammes Oui, bougent. Et donc, ah, oui, 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 oui. en fait, ça bouge tout le temps. Il y a le crépitement. Et comme ce Oui. sont des sons aléatoires, c'est pas comme une musique où c'est binaire, ternaire, quaternaire, où tu sais déjà ce qui va arriver. Là, Ouais, c'est vraiment, tu arbitraire, s'ennuies c'est pas. aléatoire. Donc, et là, tu es vraiment dans la pleine conscience. Donc, finalement, on est un peu aujourd'hui comme les CD des années 90 avec les bruits de la forêt. Et si les gens adorent ça, c'est parce que c'est une technique de pleine conscience. C'est magnifique. Je pense qu'il faudrait. Bon, hein. Du coup, ouais, c'est très très beau. Il faudrait qu'on Je me finisse suis fait à la rêver bouche. moi-même en parlant.
Je me revoyais aller au magasin Nature et Découverte. C'est très, 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 très poétique tout ça. Super, super. Bah, du coup, merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations. Merci pour tes explications. Tu J'espère que ressortiras ça ton va être vinyle utile des chants de baleine? à pas mal de gens. Comment? Tu ressortiras ton vieux vinyle des chants de baleine, du coup? Exactement, ouais. Moi, Ouais, tes parents, tu ça, je l'ai l'avoir. dépoussiéré là avec le confinement. De toute façon, là, j'ai tout ressorti. Donc, Et donc, euh, encourage les gens à cliquer sur les liens et à tester un petit peu. ouais, carrément. De toute façon, bah, on encourage toujours les personnes à partager la vidéo. J'espère que du coup, elle sera utile à énormément de gens. Bon courage pour les jours, pour les semaines qui restent. N'hésitez pas, encore une fois, beaucoup de petits messages et tout par rapport à ce confinement. Voilà, restez connectés, n'hésitez pas à prendre des nouvelles des personnes. C'est toujours important. Et puis, au moins, comme ça, voilà, les personnes aussi prendront des nouvelles de vous parce que c'est pas une période facile, mais bon, chacun d'entre nous. Donc, il faut absolument qu'on y fasse avec et on va essayer de faire de notre mieux pour que les choses se passent au mieux. Merci beaucoup encore une fois, Vincent. Prends soin de toi. Bonne soirée. Puis à bientôt. Ciao. À bientôt. À plus.